Merci, chère Marielle. C'était une belle bouffée d'oxygène, très inspirante. Alors, si je peux me permettre, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur le déroulé, avant de commencer cette belle table ronde qui nous attend, sur le déroulé du colloque, parce qu'aujourd'hui, on va présenter des plaidoyers qui ont été envoyés par des jeunes de 16 à 30 ans, et on en a reçu énormément. On est vraiment touchés par toutes ces propositions concrètes de ces jeunes qui sont à la fois engagés dans des associations, mais aussi juste des étudiants concernés. Et on a 23 personnes qui vont être présentées aujourd'hui, 19 propositions, donc parfois ils sont en collectif. Et ça a été organisé par nos chers stagiaires, Charlotte Caillé et Maria Creftin. Donc on aura l'occasion de les présenter en 2 temps. Voilà, et je voulais aussi rendre hommage à la magnifique illustration du colloque, qui est un clin d'œil à la pyramide du Louvre et qui a été prise à Vassivière, dans le parc de Vassivière, par Natsuko Oshino, qui est l'artiste qui est ici, à notre table ronde. Et j'en profite pour la présenter. Donc Natsuko Oshino, qui est née au Japon et qui a étudié à Cooper Union, et également, excuse-moi, au centre d'art de Katakyushu. Ouais. Alors Natsuko, ton travail mêle à la fois l'agriculture et les matériaux, différents matériaux, tels que l'argile par exemple. Et tu as été exposé à des musées tels que le musée d'art moderne de Paris, par exemple, ou à des centres d'art un peu plus émergents tels que Frisch Bellamy à Marseille. Gilles Clément, ici avec nous, inutile de vous présenter, mais je vais le faire quand même. Gilles Clément est jardinier, paysagiste, biologiste, entomologiste. C'est Wikipédia qui le dit. Ils ont tort. Mais vous vous présentez plus humblement comme jardinier. Alors vous avez créé, vous travaillez surtout sur le domaine public, vous avez créé le jardin du Quai Branly par exemple, également le parc André Citroën, le jardin de la Méditerranée au Réole, parmi de nombreux autres jardins. Vous avez 30 ouvrages à votre actif, en une trentaine, et vous avez développé des théories telles que le jardin en mouvement, qui donne l'idée du végétal qui peut pousser librement. Vous m'arrêtez, hein, si je déforme, j'écourte, je simplifie un peu trop. Et le jardin planétaire, parce que vous voyez l'être humain comme un jardinier, et il faut ménager notre jardin, notre belle planète dont on parle aujourd'hui. Et Alexandra McIntosh, qui nous vient de très loin, qui a mis des heures à venir à Paris, qui est la nouvelle directrice depuis 1 an, justement, du Centre d'art et du paysage de l'île de Vassivière, et qui avant ça était beaucoup plus loin sur les îles de Fogo Islands, qui s'occupait du centre d'art là-bas et des résidences d'artistes, plus particulièrement, qui ont une architecture splendide, qui donne très envie. Et vous étiez aussi au Banff Center for Arts and Creativity, au Centre canadien d'architecture, et vous avez un double diplôme, Histoire de l'art, art plastique, et également Histoire de l'architecture et de ses théories. Et vous venez de Montréal. Et vous, Gilles, de la Creuse. Voilà, et alors on va peut-être commencer par vous, Gilles, si vous aviez une présentation un peu de votre travail que vous pouvez décrire plus en détail pour le public s'ils ne le connaissent pas encore très bien. Oh, oui, bonjour. Juste une petite rectification. Vous avez cité le parc André Citroën, mais nous étions 3 concepteurs. Je ne suis pas tout seul. Très important de créditer les collaborateurs. Non, 4. C'est un collectif. 4. 2 architectes et 2 paysagistes. Bon, si vous voulez, je peux dire les noms, hein, des autres. Il y avait Patrick Berger, qui était l'architecte avec lequel je faisais une équipe. Il y avait Jean-Claude Viquier avec Alain Provost,
paysagiste et Alain Provost-Viguier, l'architecte, qui faisait une autre équipe. Et on nous a mariés. C'était pas prévu, nous étions tous en concours, en concurrence. Et finalement, ils ont marié 2 groupes. Voilà. Mariage heureux? Oui, on a fini par trouver une solution. Mais enfin, c'était pas prévu au départ. Bon, très belle collaboration. Peut-être on a la télécommande, et si vous voulez, on a une présentation avec des visuels, c'est toujours plus parlant quand on parle d'œuvres. J'appuie sur le machin vert, là. Le machin vert marche en général. Ça marche pas? Ça, non, ça fait autre chose. Ouais, voilà. Ça. Alors, j'avais pas mis les images tout à fait dans cet ordre, mais c'est vous qui l'avez fait. Mais c'est amusant, ça m'a intéressé. Et donc voilà, vous avez ici le dessinateur. Alors on ne s'attend pas à ça quand on voit quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui se rapproche du jardinage, qui est en fait aussi de l'entretien. C'est un intervenant de l'équipe des jardiniers du parc André Citroën au tout début, qui avait compris que dans l'espace qui était réservé à la liberté des plantes, eh bien, il fallait qu'il fasse un choix. Lui, c'est le principe même de la co-signature. Moi, j'ai fait un dessin dans plusieurs endroits du parc, mais dans cet espace-là, le dessin vient de celui ou celle qui entretient, la personne qui s'occupe de l'entretien et qui va déterminer la forme. Mais ce n'est pas seulement un artiste. Ce jardinier-là, c'est aussi un savant, quelqu'un qui est obligé de reconnaître les plantes, enfin de savoir quelles sont les plantes qui sont là, pour pouvoir dire j'enlève ou je mets, ou je garde. Toutes sont venues toutes seules. C'était une friche, enfin une terre de gravat dans lequel j'ai quand même fait des semis malgré tout, mais on ne savait pas où germerait telle ou telle espèce. Donc ces plantes-là, elles ont disparu depuis. Hein. C'est devenu autre chose. Il y a d'autres plantes plus vivaces et des arbres qui ont poussé, mais la co-signature, elle est partagée dès le départ de l'entretien du jardin avec la personne qui s'en occupe et qui n'est pas un technicien de surface. C'est un artiste, forcément, il ne le sait pas, hein. Mais c'est comme ça. Alors là, vous le voyez en plus, il n'est pas nu, hein, tout à fait, mais enfin quand même, il n'est pas en fluo, avec des casques, avec des machins comme ça, comme un jardinier aujourd'hui, qui fait peur. Parce qu'on se demande pourquoi il est habillé comme quelqu'un qui serait en danger. Non, à l'époque, il y avait encore cette possibilité, c'était bien. Ça, c'est autre chose. C'est un autre jardinier. Mais c'est un jardin qui est beaucoup plus politique. C'est le jardin des orties dans la ville de Melle. Là, on est lors du biennale d'art contemporain. Bon, enfin voilà, on m'avait demandé d'intervenir et puis la loi d'orientation agricole venait de passer. La loi d'orientation agricole de 2007, c'est interdiction des PNPP. Vous ne voyez pas? Produits naturels peu préoccupants. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Ça, c'est l'État qui a décidé que le purin d'ortie, de prêle, de consoude, c'était dangereux, qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser, etc. Enfin, des choses inadmissibles, évidemment. C'est-à-dire, c'est juste une loi d'interdiction à la gratuité. Parce que quand on fait un purin comme ça, qu'on l'utilise pour nourrir les plantes ou pour traiter contre un animal dangereux, enfin, un prédateur, quelque chose, c'est gratuit. On le fait avec ce qu'on a fabriqué soi-même. Ça, c'est mal vu. Le marché n'aime pas ça. Donc, il y a eu cette loi d'interdiction qui est intolérable. Donc, j'ai fait un jardin d'ortie. Là-dedans, ma seule prestation, vraiment, disons, de dessinateur, ça a été le dessin du filtre, la terrasse. Il n'y a pas une plante dans l'histoire. Et on est dans une prairie d'orties, qui était un cadeau, parce que pour que les orties poussent, il faut des nitrates, hein, et elles étaient là. La prairie était déjà polluée, donc de toute façon, les orties en profitaient. Ça se passait à Melle. Alors là, on est dans mon jardin, à un moment qui est décisif, puisque c'est le moment où je décide d'appeler ce mode de gestion-là et ce type de jardin, un jardin en mouvement. C'est grâce à la plante, la grande berce,
la plante que vous voyez en fleurs, blanche, là, des immenses ombelles qui montent jusqu'à 3 mètres de haut parfois. Vous le voyez l'échelle avec le chien, ça vous donne une idée de la taille de la plante, qui est invasive, paraît-il, interdite, dangereuse, enfin plein de trucs complètement idiots. Et en fait, elle est juste une plante à cycle court qui se ressème par les graines et qui se multiplie de cette façon et pas du tout par l'appareil végétatif. C'est son seul recours. Donc il faut qu'elle fasse des fleurs et qu'elle graine. Mais on ne sait pas où vont être les graines l'année d'après, puisque c'est une plante annuelle, donc elle meurt après avoir fait les graines. Et elle ne sera pas là l'année suivante. Alors forcément, elle se déplace sur le terrain. Si on veut la garder, il faut qu'on accepte l'idée qu'il y a un changement de forme du jardin d'une année sur l'autre. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le jardin en mouvement. C'est aussi un changement d'architecture de l'espace. Pas uniquement de quelque chose qu'on accompagnerait comme une floraison, c'est tout. Non, c'est plus fort que ça. Voilà. Alors j'ai fait cette proposition-là, également dans l'enseignement. Ça a été reçu un peu de façon variable. Mais finalement, c'est la mise en place de cette mode de gestion dans la partie que vous avez vue au début avec le jardinier artiste, que ça existait dans l'espace public. Avant, ça n'existait pas. C'était en 92 l'inauguration de ça. Puis aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus accepté. L'image en bas à gauche, c'est ça qui résulte d'un arbre qui est tombé, la terre a remué tout, et des plantes sont venues pousser que je n'avais pas du tout prévu. Et c'est très beau, hein, ce sont des euphorbes et des escolias. Mais j'avais rien mis. Tout était là. Comment ça se fait? Les graines dormaient. La puissance des graines pour dormir est importante, et mon travail a consisté à faire ce que j'appelle du désherbage, pas du tout, je désherbe pas moi, du jardinage par soustraction, c'est-à-dire que j'enlève ce qui peut gêner les plantes que je veux garder, mais je n'ai rien mis. Le désherbage, oui, ça c'est autre chose, hein. On enlève tout ce qu'on n'a pas mis, ça n'a rien à voir, et on utilise des produits dangereux parfois. Donc ces deux notions-là viennent, il y en a d'autres, hein, de ce jardin qui est mon terrain d'expérience. Et je ne pouvais pas le faire ailleurs parce que je ne pouvais pas prendre des clients privés ou même des espaces publics comme terrain d'expérimentation. C'était trop risqué. Vous voyez, ça change du talus change de forme, pas de forme, mais de couleur, d'une année sur l'autre, mais quelquefois, avec des plantes plus importantes, ça change de forme aussi. Le domaine du Rayol, lui, aborde la notion du jardin planétaire. Ce n'est qu'un index du jardin planétaire, mais c'est basé sur le biome méditerranéen, c'est-à-dire là où il y a un climat méditerranéen dans le monde, et il y en a beaucoup. Ça, c'est le domaine au bord de la mer. Ici, on est dans le Var. Ce qu'on a vu précédemment, je sais pas, on repart en arrière, on peut? Non, on ne peut pas. Bon, ben, peu importe, c'est l'axe principal dans lequel vous avez les plantes qui sont les plantes de la garrigue et du maquis local, beaucoup de cystes, et toutes les espèces qui poussent dans ce genre de climat sont des pyrophytes, c'est-à-dire des plantes qui vivent avec le feu. Mais il y a des climats méditerranéens en Chili centrale, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord avec la Floride, et avec la Californie, je veux dire, etc. On est là partout, hein, évidemment. Mais ça n'est pas quelque chose qui est accepté. L'idée qu'il puisse y avoir une plante originaire d'un climat méditerranéen qui vient de loin et qui par le hasard des voyages, s'installe chez nous. Ça s'appelle des invasives, ça. Enfin, c'est complètement faux. C'est juste des opportunistes biologiques. Hein. Donc le domaine du Rayol aborde ce sujet qui est délicat, parce qu'il y a un cloisonnement mental tellement grave entre les différents pays, les différentes régions du monde, on ne sait même pas comment s'en sortir. Hein. Aujourd'hui, une plante qui est déclarée non native n'a pas le droit de faire partie de la liste des espèces que l'on va planter. Mais il se pourrait bien que cette plante non native soit celle qui s'adapte le mieux au sol
et au climat, et en particulier au changement climatique. Si pendant ce temps-là, puisqu'on les évacue, on les tue parfois même, on assiste en même temps à la disparition de celles qui sont prétendument natives, mais qui ne supportent pas le changement climatique, il ne reste rien. Il faudrait qu'on réfléchisse un peu à la question. Bien sûr, et vous donnez souvent l'exemple du coquelicot. Le coquelicot n'est pas du tout natif français, alors qu'il est devenu symbole dans les tableaux de Monet comme la fleur sauvage française. Et alors que ça vient de l'Afghanistan, c'est ça? Bien sûr. Les chênes que l'on vénère parce que les druides faisaient je ne sais pas quoi, des rites, tout va bien, mais bon, ils sont arrivés il y a 10 000 ans. 10 000 ans, c'est un quart de millier de secondes dans l'histoire de la planète, c'est rien. Et eux, ils étaient au bout de la péninsule ibérique et de la péninsule italienne aussi. Ils sont remontés avec les oiseaux, les geais notamment, qui, même les glands, ils font le stock aussi, sauf qu'ils en perdent dans le vol, donc ça, ils se recèlent. Et tout ça est arrivé il y a 10 000, c'est rien, quoi. Et c'est pareil pour la totalité des espèces. Tout ce qu'on a sous les yeux, et qu'on imagine être des natives, n'était pas là avant un certain temps. Alors, il y en a qui sont là depuis très peu de temps et d'autres depuis plus longtemps pour nous, mais ça ne veut pas dire que tout ça ne bougera pas. Bien sûr, les plantes ne connaissent pas de frontières. Il faut accepter le mécanisme de l'évolution. Et puis il y a des transporteurs. Hein. Alors là, je vais vous montrer un jet privé qui est un dodo, mais on ne le voit pas bien. Ah non, on ne le voit pas du tout même. Il est dans la cage, il est en sculpture en bois. C'est un oiseau qui, lui, a été finalement accepté comme un animal qui a transporté beaucoup du temps à la coque, après l'avoir digéré un peu, mais pas tout, puisqu'il rejette le noyau. Et c'est grâce à cet oiseau-là que l'arbre a été maintenu dans l'île Maurice, mais il a disparu, le dodo. C'est lui, hein. Et le tambalacoque fait toujours des graines, sauf qu'elles ne germent pas, parce qu'il faut passer dans le tube digestif d'un oiseau pour que l'acide gastrique lève la dormance. Et il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée intelligente de dire, bon, ben, il faut prendre un oiseau aussi gros, avec un œsophage suffisamment important pour que le noyau puisse passer dedans, et il a invité le dindon. Donc c'est le dindon américain qui vient sauver un arbre mauricien. Parce qu'il se multiplie maintenant. Ça marche. Voilà le jardin de musée du Quai-Branly que vous avez évoqué, qui est plutôt une savane arborée. Et la notion de jardin planétaire ici, elle est plutôt, non pas, elle peut être biologique si on veut, mais elle est surtout culturelle. C'est un peu l'idée de faire évoquer un paysage comme une savane arborée, qui est plutôt un point commun à différentes cultures qui ne sont pas occidentales du tout, et dont les œuvres d'art sont invitées à l'intérieur même du musée. C'est tout, c'était ça l'évocation. Mais quand j'ai étudié le projet, je me suis référé à la tortue, parce que dans plusieurs cultures du monde, j'ai trouvé que, de ces cultures-là, je trouvais que la tortue elle revenait tout le temps. En Asie, elle est cosmophore, elle porte le monde. C'est pas rien, quoi. Et puis en Afrique, elle fait un siège sur lequel on fait avouer les coupables, etc. Les Amérindiens en font la forme d'un campement, enfin bref. Donc la forme ovale de la tortue est reprise tout le temps. Ça, c'est un jardin qui va disparaître bientôt. C'est le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire, parce que c'est une architecture qui a été construite par les Allemands pour protéger les sous-marins, mais c'était avec un béton un peu maigre et il y a des fuites. C'est pas le canal qui fuit, hein. C'est quand il pleut partout, c'est normal. Seulement, ils ont mis des salles pour le public en dessous, et ils veulent enlever tout ça, étancher et peut-être refaire, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, il s'appelle Jardin du tiers-paysage car il est fait à partir de végétaux qui poussent dans les espaces libres. On les trouve au bord de la Loire ou ailleurs. Et il y a tout un espace qui est dédié à le paysage arrivant par lui-même, le vent, les oiseaux, les graines qui sont... pourquoi j'ai mis ça ? Ah ouais,
Non, non, ah non, c'est pas Versailles, non. Ça, c'est un jardin que j'ai fait à Valois, dans l'abbaye de Valois. Il y a une combinaison entre l'architecture qui évoque le cloître à l'intérieur avec un index végétal qui renvoie aux collections qui sont sur les côtés, très riche du point de vue botanique. Mais si je le montre, c'est à cause d'un autre jardin juste dans le même terrain, hein, mais qui s'appelle le jardin de la Marque. Ah ben non, c'est pas celui-là. Bon, ben, c'est mélangé, hein. Ça, c'est un mode de gestion avec les animaux qui viennent brouter l'herbe. On est dans le jardin de l'ENS à Lyon. Donc c'est une manière d'aborder le sujet de l'entretien que vous avez vu dès la première image. Là, on y ajoute des animaux. Et ici, on fait rien. Alors, les animaux, ils sont élevés sur place. Ce sont des brebis très très autonomes et qui ça ne pose aucun problème. Et là, c'est un socle qui valorise une végétation qui, elle, se fabrique par elle toute seule, à partir, encore une fois, du vent et tout ça. Ça a été mal perçu, c'est dans la ville de Lille, et ils avaient dit on va enlever ça, hein, c'est pas beau. Donc ils y ont renoncé parce que c'était très coûteux. Alors le socle n'était pas existant. Il y avait quelque chose qui est un volume de terre énorme, en point un peu comme une colline, qui venait de la fabrication de la gare TGV. Mais là, on a gardé la forme, une forme d'une île dans le monde qui est aux antipodes de la ville de Lille, et là, on l'a dessinée avec du béton. Ça, ça s'appelle une paroi moulée. On a coulé le béton dans la colline, enlevé les parties qui font le tour, laissé le plateau au-dessus, et là, on n'a rien fait. Et donc, c'était pour juste destiné à valoriser quelque chose qui est fabriqué par la nature elle-même. Et ça, c'est la région de Vassivière, avec le début de la théorisation de l'idée du tiers paysage. L'ombre, la lumière, oui, c'est le paysage limousin autour du lac de Vassivière. Parce que si je peux préciser, en fait, ce qui réunit nos trois intervenants aujourd'hui, c'est les interventions autour de Vassivière, ce centre d'art et du paysage qui se trouve à peu près à 1 heure de Limoges et qui a invité Gilles il y a de nombreuses années à réaliser une commande dont vous allez nous parler. Et cet été, Natsuko présente les ruches qu'elle est en train de créer là-bas aussi. Vous voulez que je vous dise un mot là-dessus? Non. Si, oui, mais je voulais donner un peu de contexte, parce que c'est vrai qu'on a présenté Vassivière très brièvement. J'ai été invité à analyser le paysage autour du lac, et c'est là que, après avoir vu cet espace, qu'on appelle un paysage binaire, ombre et lumière, l'ombre, c'est les forêts, il y a beaucoup de Douglas, là on ne les voit pas trop, mais il y a beaucoup de conifères. La lumière, c'est les prairies, mais la diversité que je cherchais moi, plantes et aussi insectes, etc., je ne la trouvais pas. Je ne l'ai trouvée que dans les espaces abandonnés, où on ne faisait pas d'intervention, sur certains sommets très rocailleux, au bord des rivières, au bord des routes aussi. Et là, dans des pentes, dans des endroits qui ont été pas du tout devenus inexploités, parce que pas commodes pour les machines, là, j'ai trouvé la diversité vraiment. Sauf que les figures paysagères de ces lieux avaient chaque fois quelque chose de très différent. Je me disais, mais j'appelle ça comment? J'ai dit, c'est le troisième. C'est le troisième paysage après celui de l'ombre et de la lumière, c'est celui de la diversité. Et j'ai fini par le baptiser tiers paysage, en référence au tiers état. Au moment où Sieyès, à l'époque de la Révolution, disait qu'est-ce que c'est que le tiers-état? C'est tout le monde quand même. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Rien, il n'avait pas les moyens. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Nous, aujourd'hui, nous le savons. Nous avons besoin de respecter cette diversité puisque nous en dépendons. Il faut que nous fassions en sorte de ne pas nous contenter d'exploiter ce qui nous donne un bénéfice en tuant tout le reste. Donc c'est ça le tiers paysage. Et ça s'est passé à Vassivière, avec un paysage de diversité comme celui-ci, où il y a un espace lagunaire avec un héron, où il y a la bordure du lac qui est en train de se boiser dans une tourbière, etc. Et ce qu'on voit dans le fond de la photo à droite, c'est la forêt de Douglas, où là il n'y a rien. En dessous, il n'y a rien. Et puis je finis par l'eau. Alors là, on ne dirait pas de l'eau, c'est de la pierre, mais enfin bon.
c'est sur la ligne du partage des eaux. C'est situé en Ardèche. Et il se trouve que j'avais fait l'analyse du mont Jabieljon pas très loin comme étant un relief capable de capturer l'eau dans le sens où il y a une condensation de l'humidité qui vient se faire dessus. J'ai analysé la chose, je l'ai dit au parc, et ils m'ont commandé quelques années plus tard une tour à eau, puisque j'avais baptisé le mont Jabieljon tour à eau. Alors là, j'étais un peu embêté parce que c'est pas l'habitude de faire ça, mais j'ai quand même fait le dessin. Et l'équipe Ellipse que vous voyez là, toute une équipe, l'a construite. Et un mois après la fin de la construction, il y avait de l'eau dans la vasque et de l'eau potable en plus. Comme on est aujourd'hui dans un sujet crucial par rapport à la question de l'eau, on sait bien qu'on ne peut rien faire sans ça, parce qu'il n'y a pas de vie sans eau. Cet objet, je l'avais imaginé à ce propos-là, mais c'était maintenant presque 10 ans, c'est allé très vite. Hein. Et ça reprend de plus en plus de signification. Est-ce qu'on peut avoir d'autres systèmes plus vastes, plus adaptés pour capter l'eau, alors qu'il ne pleut plus à certains endroits et nappes phréatiques ont disparu. Ça, c'est la dernière vraiment, je crois. Ah bon? Le cercle immense, c'est la fin du projet, c'est pas vraiment la fin de ce projet, enfin bon, Claude Nicolas Ledoux, qui est l'auteur de l'architecture des salines, de la saline royale d'Arc-et-Senans, n'avait pas fait son cercle complet. Il avait l'imaginé, mais il n'en avait fait que la moitié. Là, la moitié réalisée de son temps à lui, et de l'autre côté des bâtiments, avec chaque fois une maison pour les ouvriers qui s'occupaient de la collecte du sel qui arrivait par un sauvoduc. On est du côté de Besançon par là, hein, c'est pas au bord de la mer, c'est du sel GM. Mais le sel valait de l'or. Il était très important de pouvoir le mettre à disposition. Et puis, il y a eu la Révolution, il y a eu... Bon, c'est tombé. Là, récemment, ce lieu, qui est devenu un espace public, fait la commande, lors d'un concours, d'un projet qui utilise le reste du terrain. Et nous avons pu, avec des anciens élèves, avoir le projet. Et si je montre cette image, c'est parce que vous devinez qu'il y a des interventions sur le cercle qui sont assez différentes les unes des autres. Il y a une vingtaine en tout. Et qui viennent de la sélection que nous avons faite d'une vingtaine d'équipes de jeunes pour initier des projets avec une végétation et un mode de gestion qui s'adapte au changement climatique. C'est un peu comme si on cherchait un autre mode de vie, un autre mode culturel. Comment je fais pour changer? Je les ai appelés, c'est moi qui ai dû faire l'appel à projet, les oursons métis. Ça vient de Baptiste Morisot qui, en faisant du pistage au Canada, découvre, c'était pas tout seul à le découvrir, mais il voit les grizzlies et les polaires qui se rencontrent, qui font des bébés. Ils sont issus des mêmes souches à l'origine depuis longtemps, mais par isolement géographique, ils auraient dû aller vers la spéciation et ne plus pouvoir se reproduire. Le réchauffement fait qu'ils se rapprochent, finalement ils sont fertiles, ils font des bébés. Les parents sont stressés, c'est très dur le travail qu'ils ont fait eux. Et les enfants, ils naissent là, bon voilà. Et c'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Alors je dis aux jeunes, là, il y en a peut-être dans la salle, je ne sais pas, apprenez-nous. Comment fait-on pour vivre? Mais pour vivre autrement, pour changer de mode de vie, évidemment. J'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé l'année dernière avec les étudiants qui sortaient d'AgroParisTech. Et ensuite, tout plein d'écoles. D'ailleurs, dans le plaidoyer, on a un étudiant d'AgroParisTech. On était très heureuse qu'il participe. Super. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Je trouve que c'est une phase très importante. Il y a des choses à inventer. Merci beaucoup, Gilles. On va passer à Alexandra qui dirige donc Vassivière. Ça, c'est pas les slides d'Alexandra, je pense. Ouais, avance.
Normalement, c'est... Ouais, c'est ça. Voilà, très bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici avec Gilles Clément et Natsuko Uchino. Donc merci Gaëlle et à Thanks for Nothing pour l'invitation et merci à vous toutes et tous. Le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière est une structure singulière de l'art contemporain qui œuvre depuis 40 ans à la rencontre entre l'art et la nature. Le CIAP Vassivière est donc célébré pour son architecture remarquable. Oups, là, déjà. Plutôt là. Voilà. Donc, reconnu pour son architecture remarquable dessinée par Aldo Rossi et Xavier Fabre, son bois de sculpture, donc une collection d'œuvres en plein air sur l'île, ainsi que sa programmation explorant les liens entre l'art et la nature. Et là, on voit une œuvre justement du bois, donc de Jonna Friedman, c'est la licorne Eiffel. Eiffel. Et l'île de Vassivière est située sur le plateau de Mille Vaches en Nouvelle-Aquitaine, au sein d'un parc naturel régional. Donc c'est un contexte assez remarquable, comme vous pouvez le constater. Et le bâtiment qu'on voit ici avec son phare a ouvert ses portes en 1991 et est maintenant désigné comme architecture remarquable du XXe siècle. Ça, c'est le château sur l'île de Vassivière, c'est le lieu d'accueil des résidences d'artistes. Le CIAP est labellisé Centre d'art contemporain d'intérêt national, ce qui est assez important parce que ça définit plusieurs missions, surtout de soutenir l'expérimentation artistique contemporaine et sa diffusion auprès d'un public large, et également d'appuyer le parcours professionnel des artistes. Ces missions se traduisent donc en expositions, en résidences d'artistes, en événements et ateliers et d'autres formes d'engagement avec le public. Nous sommes vraiment solidement ancrés dans notre contexte rural, mais tout en cherchant à tisser des liens sur les échelles régionales, nationales et internationales, à travers la programmation par exemple. Et les artistes donc, sont invités à s'ancrer sur le territoire et créer des projets en lien avec ce territoire, mais tout en interrogeant les enjeux, qui soient politiques, environnementaux ou économiques ou autres, sociaux, de ce jour-ci, enfin les enjeux contemporains plus larges. Et là, dans le bois de sculpture, donc je vous montre quelques images. Donc c'est une collection d'œuvres permanentes en plein air. Et il y a une soixantaine d'œuvres sur l'île de Vassivière et hors les rives. Et implantées entre forêt, prairies et bord du lac, les œuvres sont à la fois monumentales ou discrètes et se laissent appréhender au gré des saisons et des promenades. Là, vous voyez une œuvre assez tôt de François Bouillon, Solstice d'été, qu'on active à chaque 21 juin pour le solstice en l'allumant. Ça, c'est Andy Goldsworthy, donc une œuvre phare, je dirais, de la collection. Et je ne pouvais pas m'empêcher quand même d'inclure cette image de l'œuvre d'Oscar Tuazon qu'on va entendre tout à l'heure, Nikki Kester, de 2009. Pardon. Et on a également le skatepark de Kujonga, de 2012. Qui est utilisé, les gens viennent faire du skate dedans? Oui, ouais. oui, absolument. Après, si je comprends bien, c'est assez difficile comme skatepark, donc c'est plutôt pour les experts. Mais on a quand même des planches et des casques pour le public qui sont courageux. Nous avons également plusieurs œuvres végétales. Et donc celle-là, c'est Les rêves de Tijuca de Eric Samak, qui consistait à replanter 2500 arbres et arbustes avec les habitants du territoire en 2003 sur une parcelle qui était abîmée à la fois par la monoculture, donc c'est sapin Douglas qui pousse beaucoup qui ont été implantés dans cette région, et également abîmée par une tempête. Ça, c'est Balkis, une autre œuvre de Jonna Friedman, de l'autre côté du centre d'art. Et Balkis était son chien adoré. Donc, c'est une œuvre en sarrasin.
Et là, vous voyez, en fait, comme c'est saisonnière, ça pousse sur plusieurs saisons. Là, c'est une œuvre qu'on a mis en place, installée l'année dernière, de Louise Weinberger, Ruderal Society, Excavating a Garden. Et en effet, il consiste à une tranche de 60 mètres, mais très peu profonde, ça fait peut-être 30 cm. Et c'est une invitation à la croissance sauvage au sein d'une prairie qui est très très façonnée par l'homme. Donc voici la tranchée de plus proche. Ça, c'est l'œuvre Dehors de Liliana Motta, que peut-être vous connaissez. Donc, elle a créé une lisière entre la forêt et le chemin qui borde l'île, et un peu à la manière des théâtres de verdure du XVIIe siècle. Et cette œuvre en particulier a été vraiment créée dans le respect de la charte paysagère que Gilles a développée, qui s'appelle Boire l'eau du lac, d'ailleurs, en 2004. Et donc ce projet de Liliana, elle a envisagé de faire des actes jardiniers assez modestes ou éphémères, par exemple de soigner les sols ou de contrôler ou plutôt stimuler la végétation spontanée. Et selon l'artiste, l'enjeu était vraiment de réconcilier une gestion environnementale économe avec les êtres vivants du site et aussi avec l'histoire du site. Et là, on arrive à la Prairie fleurie de Gilles Clément de 2007. Et en effet, c'est une première application de cette charte paysagère. C'était l'implantation d'une grande prairie au sud de l'île avec des semences vivaces et bisannuelles. Mais en effet, la Prairie fleurie était juste un élément parmi plusieurs autres que vous avez identifiés autour du lac. Un ensemble de jardins sur les rives et sur l'île de Vassivière qui a été imaginé dans cette charte, ou identifié plutôt dans cette charte paysagère, et on en discutera, je pense, tout à l'heure. Donc cette œuvre, c'est vivante et en perpétuelle transformation. Et je voudrais également vous parler très brièvement d'un nouveau projet paysager qu'on développe pour l'île. Le projet a pour but de repenser le site de Vassivière comme une île-jardin, vraiment justement inspirée de Gilles, une île-jardin qui privilégiera les espèces indigènes, la permaculture et le réensauvagement, donc rewilding en anglais. Et il se veut un nouveau laboratoire d'expérimentation et de découverte vraiment à l'échelle de l'île. On imagine de le créer en collaboration avec des artistes, des paysagistes, des acteurs locaux et des scientifiques. Il s'appelle Vassivière Île-Jardin. Et il va offrir un lieu d'échange et une expérience favorable à la fois aux visiteurs, mais également à la biodiversité. Et ce projet de redéploiement global donc, prend appui sur la charte paysagère et dont le SIAP propose une redécouverte et relecture collective. Nous sommes vraiment aux prémices de ce projet, mais parmi les éléments qu'on souhaiterait mettre en place, il y a un jardin d'espèces indigènes qui sera plutôt un terrain pédagogique et d'expérience constitué en prairie test pour expérimenter le réensauvagement et le développement de la biodiversité. Donc on laissera plusieurs parcelles sur l'île en croissance sauvage et ils seront accompagnés d'inventaires collectifs de la faune et de la flore. Et en parallèle, la prairie à côté du centre d'art sera mise en expérimentation par des artistes, botanistes et autres qui seront invités sur appel à résidence annuelle. Et à terme, l'analyse de ces différentes recherches et expériences situées aboutira à la définition d'une charte de bonnes pratiques qui permettent l'accueil et la cohabitation des espèces sur l'île de Vassivière. Et quand je parle de cohabitation, je vais évoquer vraiment à la fois la faune et la flore, tout ce qui est minéral, mais également les visiteurs et les œuvres d'art. Et d'ailleurs, Natsuko va peut-être parler plus tard, mais elle est invitée à participer à ce projet au futur, dans la création de ruches pour l'île de Vassivière. Et peut-être juste pour terminer, je vous dis quelques mots sur notre prochaine exposition.
de laquelle Natsuko fait partie. Il s'appelle Diplomatie terrestre et ça ouvre le 10 juin. Et l'expo rassemble 4 pratiques artistiques qui tissent des liens très intimes avec le milieu qui nous entoure. Chacune des nouvelles œuvres de l'expo peuvent inciter à agir, à mettre en mouvement des processus naturels ou à encourager d'autres formes de collaboration, d'écoute et de parenté entre espèces et matières. Donc on a Suzanne Husky, donc artiste franco-américaine, un travail autour des castors. Ilani Tilouz, également française, qui travaille la photo en intégrant des éléments minéraux et donc une étude très approfondie d'un site en particulier. Ita Yoda, qui travaille à la fois avec des pigments qu'ils ont trouvés sur l'île de Vassivière dans des sédimentations de minéraux très anciennes, et à la fois vont intégrer des éléments de l'intelligence artificielle, donc ils partent de temps profond pour rejoindre des technologies très actuelles. Et finalement, Natsuko Uchino est un travail plutôt sur des ruches, des prototypes de ruches. Et en effet, chaque œuvre le travail de ces artistes cherche à négocier de nouvelles formes d'alliance avec le monde au-delà de l'humain. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandra. Natsuko, on va te donner la parole un peu parce que je vois qu'on est un peu court en temps. C'était tellement passionnant qu'on pourrait continuer pendant des heures et je veux absolument que tu puisses parler de ton travail aussi. Je prends le micro. Je teste. Je parle quand même assez fort. Hein. Non, ils ne t'entendent pas. Prends le micro, s'il te plaît. Allô, c'est bon? You are seduced by the sex appeal of the inorganic. Donc là, je vais traduire vous êtes séduit par ce qui est inerte. C'est une citation de Barbara Kruger qui a été reproduite sur une assiette d'une série de vaisselle que je continue perpétuellement à produire avec mon cher ami Matthew Lodskinoy, mais j'aime bien introduire avec cette pièce comme témoignage en fait d'un paradigme de l'art moderne duquel moi émergé et qui est aussi une forme d'intransigeance et qui valorise, en tout cas c'est un contexte qui valorise l'inerte face au temps. Alors... le vert, le rebouton. Voilà, c'est un petit peu flou. Ah, mais en fait, j'avais préparé un film que je vous ai envoyé, non? Normalement, ça devait être lancé, ouais. Le film est prêt? Oui. Et ben... Voilà, le voilà.
Marco Breton. Donc un court extrait donc c'est des films en Super 8 que j'ai tourné il y a plus de 15 ans, on va dire, et qui a été donc mélangé, enfin en tout cas monté avec donc une musique jouée par mon ami Marceau effectivement, et enregistré dans la tour d'Aldo Rossi, dans laquelle je vais créer cette installation. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer en fait sur les images de Bassivière que c'est un territoire extrêmement minéral, et la tour est en fait constituée de blocs de granit, et elle est d'ailleurs vide, enfin à part des installations artistiques, mais la résonance en fait de cette pièce, enfin de cette salle est assez étonnante. Là, ce que vous avez entendu, ça n'a pas du tout été mixé, donc ça vous donne un petit avant-goût de ce qui pourra être visible et audible cet été. Mais c'était aussi un clin d'œil à mon éducation, on va dire, agricole. Et ça aussi, c'est une image, là c'est très flou, hein, mais c'est le compost et une forme d'introduction en fait aux horizons du sol que j'ai pu en fait découvrir après mes études de beaux-arts dans le cadre d'un projet culturel à la fois agricole et artistique dans le nord de l'État de New York. Attention au micro. Oui, que j'ai mené avec Peter Nadine, peintre, et Anne Kennedy, qui est productrice. Donc je vais aller assez vite pour... on essaiera de faire le lien petit à petit. Voilà, donc on revient sur, en fait, normalement vous deviez voir le film, après voir cette image, tac, compost, et là on arrive sur Backwash, qui est donc un fanzine que j'ai édité en 2009, donc c'est aussi il y a plusieurs années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette rencontre avec le vivant, elle m'a aussi amené à en fait questionner les cloisonnements et les modes de classement ou les paradigmes en fait, notamment celles qui séparent ce qui est propre à ce qui est sale. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aussi aux questions de fermentation et de culture vivante. Et là, je vous ai préparé donc une citation de Mary Douglas, cet anthropologue qui a écrit cet ouvrage notable, Pureté et danger. Donc vous excuserez la traduction un petit peu informelle. Si l'on peut faire abstraction du sens pathogène et hygiéniste de la notion de souillure, on se retrouve avec la vieille définition de la saleté comme quelque chose qui n'est pas à sa place. Et là, entre parenthèses, je dis que la question politique que vous posez, Gilles Clément, c'est qui établit cet ordre dans le cadre du jardin, n'est-ce pas? Donc je reviens à la citation. Celle-ci, c'est-à-dire ce mode de classement, cet ordre est une approche très subjective. Elle implique deux conditions, une série de relations ordonnées et une infraction de cet ordre. La souillure n'est jamais un événement unique ou isolé. La saleté n'existe que dans le cadre de systèmes. Elle est le dérivé d'un ordre systémique, d'une classification des matières, dans le sens où ordonner implique le rejet d'éléments inappropriés. En bref, notre comportement à la pollution est une réaction qui rejette ou condamne tout objet ou idée qui pourrait contredire une forme de classification. Et c'est ce qu'on appelle dans le milieu social comme une forme de déclassement. Bon, après, c'est sûr que voilà, donc ça, c'est une installation qui a été réalisée à Paris, à ma galerie, Galerie Allen. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est des vats de fermentation avec une culture de kéfir et une culture de kombucha. Et dans le cadre marchand de la galerie, il m'a semblé approprié en fait de montrer un autre modèle économique, celui de la culture vivante et celui des formes génératives. Donc si vous
vous avez fait du yaourt, du kimchi, du kéfir, enfin ce que vous voulez comme mode de cuisine fermenté, ce qu'on vit à ce moment-là, c'est une forme de générosité et d'abondance. Plus on cultive, plus on va générer de la richesse. Et donc, on pouvait venir à la galerie et prendre des graines et continuer à propager la culture. Voilà, et donc là, je vais passer assez rapidement sur mon travail, mais c'était juste pour vous donner un contexte. Je travaille la terre dans différents étages. J'ai été introduit par l'agriculture, sachant que je n'avais pas travaillé la terre justement dans le contexte de l'école des beaux-arts. Et là, c'est des céramiques, des assiettes, comme vous avez vu au début. Et juste pour dire qu'effectivement, la céramique, elle me permet de... c'est une forme de charnière en fait entre les différentes notions que je travaille, que ce soit le paysage, l'agriculture ou l'art. Voilà, donc ça, il n'y a pas de sens si on tire la pelle. Donc là, en fait, c'est un morceau de terre et dedans, il y a un rôti. Et il faut casser la croûte pour la déguster. Ça, c'est les assiettes après usage, pendant usage, parce que l'idée, c'est qu'effectivement, ce sont des formes fonctionnelles qui sont activées. Et là, ça, c'est un mât de cocagne qui est érigé à Piacé-le-Radieux. Je vous invite à la prochaine quinzaine, ça sera le 16-17 juin, c'est à Piacé, c'est entre Le Mans et Alençon, et c'est un centre d'art assez unique, remarquable, comme celui de Vassivière, qui s'interroge sur les questions de ruralité, d'agriculture, d'architecture mobile et de design. Et proche d'où tu enseignes aussi? Voilà, moi je suis prof, ouais, au Mans. Je passe rapidement, donc c'était juste pour vous donner ma story, le background, donc ça c'est moi, dans le potager. Et donc art et agriculture, c'est un projet à la fois, je l'ai dit un peu au début, permacole, artistique, qui a été vraiment très épanouissant pour moi, et puis et initiatique, et qu'on a mené en fait avec Peter Nadine et Anne Kennedy, et c'est sur un territoire donc historiquement aussi lié à la redécouverte en fait d'une certaine forme de pastoralisme dans l'art. Vous pouvez voir par exemple les peintures américaines de la Hudson Hudson River Valley School of Painting, enfin, Thomas Cole et ainsi de suite, des espèces de paysages idylliques. Bon, je passe assez vite. Oui, parce qu'on me fait signe, voilà. Et juste, ouais, ce qui m'intéresse, c'est que tu parles 2 secondes aussi, ton travail, c'est dommage de devoir passer plus vite sur ton travail, mais comment Gilles Clément et sa charte déjà j'ai l'impression de l'avoir dit tout à l'heure sur l'idée du classement, et là je vais arriver sur l'idée de la co-création. Donc ça c'est une pièce en feutre qui est réalisée donc avec de la laine et teinte par des plantes, donc de la teinture végétale. Et effectivement j'avais une petite théorie, mais qui n'est pas tout à fait réelle dans le sens pratique, mais sur le fait que les plantes qui poussent justement dans les espèces de friches, il y a très peu d'eau, sur les cailloux, le millepertuis, tout ce que j'ai cueilli en fait sur les vieux rails, ils avaient une intensité de couleurs vraiment époustouflante, quoi. Et je me disais qu'en fait cette forme de résilience dans la vie de la plante, elle se révélait dans la couleur. Le pastel aussi, le pastel pousse sur vraiment la rocaille, les vieux parkings. Bon, après j'en ai parlé avec ma teinturière, elle me dit oui c'est vrai, et c'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, et là je vous ai préparé une citation, et après je passerai assez vite. Qui est donc, ça vient d'une recherche avec de ma collègue paysage dépaysement, Rachel Rajalu. Sa recherche qu'elle mène
Beaux-Arts du Mans, et je la remercie pour ses inspirations. Et parler de composition paysagère exige deux caractéristiques concomitantes, l'horizon et l'accentrement. Toute vue ou représentation de la nature ne se constitue pas en paysage, seule celle qui ouvre sur un champ suffisamment large pour qu'on puisse y voir l'horizon entre dans cette catégorie. Tout paysage est signé par l'horizon, très essentiel, dont la présence annonce à la fois la limite du visible et la présence de l'infini. L'identité visuelle d'un paysage, ce à quoi notre esprit le reconnaît, est la structure d'horizon qui l'unifie. Celle-ci est incompatible avec toute logique d'agencement, subordonnant les parties les unes aux autres. Dans un paysage, il n'y a pas de centre. Tous les éléments qui la composent, y compris l'humain, ont comme dans la nature une égale valeur. Donc là, j'en arrive à ta question et l'influence de l'énorme travail de Gilles Clément. C'est cette notion d'accentrement vis-à-vis d'un horizon et d'un milieu. Elle permet aussi de déplacer la notion d'auteur. Et je pense que ça, souvent dans le cadre du milieu artistique, dans le cadre du milieu de la recherche, et j'imagine aussi, enfin, comme vous témoignez, c'est-à-dire qu'on recherche la signature du paysagiste sur le tracé, alors qu'en fait, que ce soit dans les projets de fermentation ou autre chose, en fait, on peut au mieux créer les meilleures conditions pour arriver à orienter vers là où on pense qu'on voudrait aller. Mais le résultat, c'est toujours une rencontre et une surprise, et essayer de nager contre la vague, ça va être dur, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, il faut qu'on donne la parole aux autres parce qu'on a toute une série d'intervenants. Ah bah voilà, tes champignons, c'était tableau de champignons. Ouais, je choisis. Gilles, je sais que vous ne connaissiez pas le travail de Natsuko avant, et je vous invite à le découvrir, et vous tous aussi, et à vous rendre à Vassivière cet été pour l'exposition. Merci infiniment à tous. Malheureusement, on a un peu écourté la discussion, mais on a laissé la place à votre présentation de chacun de vos travaux aussi. Merci.